Le monde ne vit ni sous le capitalisme ni sous le communisme. Le monde porte les cicatrices d'un système qui semble tirer des pages de l'histoire médiévale, le féodalisme. C'est le véritable système économique mondial dans lequel nous nous trouvons. Ce système économique primitif est profondément enraciné dans le tissu de la société mondiale. Il a laissé une marque indélébile sur ses habitants, sur leurs esprits et sur leur mode de vie. Bien que des siècles se soient écoulés depuis la chute des sociétés féodales en Europe, le spectre de ce système oppressif continue de hanter la planète, façonnant ses réalités économiques et projetant une longue ombre de faim, de chômage et de sans-abrisme sur la vie de ses habitants. Les vestiges du féodalisme ne sont pas seulement des notes de bas de page historiques, mais des éléments vivants et respirants de l'existence quotidienne de chacun dans ce monde. Ceci est une histoire de terre, qui la possède, qui en est privée, et les profondes conséquences de cette disparité. La propriété foncière dans le monde est une question controversée, avec de vastes étendues contrôlées par quelques propriétaires terriens, tandis que beaucoup luttent pour obtenir ne serait-ce qu'une petite parcelle pour l'agriculture de subsistance. L'histoire de la planète est intimement liée au contrôle, à l'exploitation et à l'utilisation des terres, non pas comme une ressource naturelle vitale et partagée, mais comme une simple chose à acheter et à vendre. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, dans l'ancienne civilisation inca jusqu'à l'ère coloniale espagnole, la terre était considérée comme une ressource naturelle vitale et partagée. Dans cette société, il n'y avait ni faim ni chômage, et encore moins de sans-abrisme, comme le corroborent les lettres de Christophe Colomb lui-même. Dans ses premières lettres concernant les habitants des îles des Caraïbes, il les décrit comme des gens simples et paisibles, avec une absence apparente de la complexité sociale et de la propriété privée qu'il connaissait en Europe. Cette forme de propriété privée est décrite et documentée dans la lettre du chef Seattle, et il est certain que pour un esprit tourmenté, elle est difficile à comprendre. Heureusement, nous avons toute une vidéo consacrée à ce sujet. Je vous invite à la regarder sur cette chaîne. Il y a aussi d'autres témoignages comme Cortés, Díaz del Castillo, Las Casas, etc., qui n'ont jamais pu comprendre la vision de la propriété foncière. Alors ils se sont simplement attachés à décrire l'existence de tribus et de formes de possession des terres qui, bien que n'étant pas toujours individuelles au sens européen, étaient loin de la vision décrite dans la lettre du chef Seattle. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, la bataille pour la terre a été une lutte constante, souvent tragique et brutale. La lutte pour la propriété et l'accès à la terre reste un enjeu déterminant. Les échos des injustices passées résonnent à travers les générations, affectant le paysage socio-économique du monde contemporain. Pour des millions de personnes dans ce monde, le rêve de posséder un lopin de terre où l'on est né, de cultiver ses propres récoltes ou de construire une maison pour sa famille ressemble à une aspiration impossible. Le prix élevé des terres représente de véritables murs. Ces murs qui empêchent de posséder des terres sont hauts, et l'héritage du féodalisme rend encore plus difficile pour les marginalisés de briser le cycle de la pauvreté. Cet essai explorera le réseau complexe d'héritages historiques, d'inégalités économiques et d'injustices sociales qui perpétuent un système quasi féodal dans le monde. Nous examinerons comment ces facteurs s'entremêlent pour créer un cycle persistant de privation de droits et de difficultés. Nous explorerons les origines de ce système, son impact dévastateur sur les gens ordinaires et le besoin urgent de changement. À travers les voix des personnes touchées et la lentille de l'histoire, nous visons à mettre en lumière la lutte continue pour la justice et l'équité. C'est un appel à comprendre
à faire preuve d'empathie et, en fin de compte, à agir. En reconnaissant les problèmes profondément enracinés et en plaidant pour des réformes, nous pouvons espérer ouvrir la voie à un avenir plus juste et équitable pour tous sur la planète. Pour comprendre la gravité de la situation mondiale, nous devons remonter le temps jusqu'à l'Europe médiévale, une période marquée par une structure sociale rigide et hiérarchisée. Sous le féodalisme, une hiérarchie sociale rigide dictait chaque aspect de la vie, du plus haut roi au plus humble paysan. Au sommet se trouvait le roi, qui accordait de vastes étendues de terre aux nobles en échange de leur loyauté et de leur service militaire, assurant ainsi son pouvoir et son influence. Ces nobles, à leur tour, distribuaient des domaines plus petits aux chevaliers, qui juraient fidélité et soutien armé, formant ainsi un réseau d'obligations mutuelles. À la base de cette pyramide travaillaient les paysans, attachés à la terre qu'ils cultivaient mais ne possédaient pas, leur vie dictée par les exigences de leur seigneur. Ils travaillaient sans relâche, remettant une part importante de leur récolte à leur seigneur, assurant ainsi la subsistance des classes supérieures. Ce système, caractérisé par l'obligation, la servitude et une mobilité sociale limitée, a étouffé l'innovation et piégé des générations dans des cycles de pauvreté et de dettes insurmontables, avec peu d'espoir de changement. La Bolivie, malgré sa distance géographique et historique, présente des parallèles frappants avec ce système médiéval, où la majorité travaille sans relâche au profit d'une poignée de privilégiés qui nous dépouillent de tout notre argent sous forme de prix des terrains et de loyers. Bien qu'aucun roi ne soit assis sur un trône lointain, l'héritage du colonialisme et le pouvoir persistant d'un petit nombre de propriétaires terriens ont créé une dynamique étrangement similaire, perpétuant les inégalités et limitant la mobilité sociale. Les germes du féodalisme moderne en Bolivie ont été semés lors de la conquête espagnole. L'arrivée des conquistadors au XVIe siècle a marqué le début de cette ère brutale d'exploitation. Les communautés indigènes, injustement et de force déplacées de leurs terres ancestrales, ont été soumises au travail forcé et à des impôts oppressifs sous le système de l'encomienda. Ce système, conçu pour enrichir la couronne espagnole et son élite coloniale, a concentré de vastes propriétés foncières entre les mains de quelques-uns, jetant les bases d'une redistribution des ressources vers les propriétaires terriens. Malheureusement, ce système persiste encore aujourd'hui. Bien que le pays ait finalement obtenu son indépendance en 1825, l'héritage colonial de la concentration foncière est resté inchangé. Malgré la lutte acharnée des peuples autochtones pour rétablir une propriété foncière partagée, cette façon de penser n'a jamais été comprise par les gouvernements. Ainsi, le système des grands propriétaires terriens est profondément enraciné dans le tissu de la nation, si ancré qu'il survit aux coups d'État, aux socialistes, aux libéraux, aux communistes. Même aux personnes qui considèrent maintenant ce système comme naturel, c'est une époque de folie collective, c'est l'âge le plus sombre du monde. Aujourd'hui, force est de constater qu'un faible pourcentage de la population contrôle une quantité disproportionnée de terres, les utilisant uniquement à des fins de spéculation. Cette concentration de la propriété foncière a des conséquences désastreuses pour la majorité, en particulier dans les zones rurales. L'accès à la terre n'est pas simplement une question économique. La terre est une ressource naturelle vitale, au même titre que l'air ou l'eau, et est intrinsèquement liée à la dignité, à l'opportunité et à la possibilité de vivre pleinement, en bref, à la liberté. La terre n'est le produit de personne et nul ne peut s'en arroger la propriété. Injustement, depuis des générations, des familles travaillent des terres qui, jusqu'à l'époque coloniale, étaient détenues collectivement.
Aujourd'hui, elles ne possèdent rien et sont prises au piège d'un cycle de pauvreté et de dépendance. Les chiffres sont terrifiants et tragiques. La moitié de la planète n'a pas de logement. Des millions de personnes vivront toute leur vie en payant un loyer, en servitude. C'est une énorme perte de potentiel humain et de ressources économiques. L'accès à la terre est un droit fondamental et vital, comme respirer. C'est un droit qui garantit des opportunités de développement, notamment dans l'agriculture, le logement et le travail. Malheureusement, au cours de l'histoire, de nombreuses communautés ont été privées de ce droit par des propriétaires terriens. Il est essentiel de lutter pour la restitution de ce droit et de promouvoir la justice sociale dans l'accès à la terre. Ce système féodal prive effectivement des millions de personnes de la possibilité de se libérer des chaînes de la pauvreté et de se construire un avenir meilleur. 5e partie, jungle de béton, promesses creuses, la spéculation foncière dans les villes du monde. Les inégalités en matière de propriété foncière ne se limitent pas aux campagnes. Le système propriétaire se réplique dans toutes les villes de la planète, quelle que soit leur taille. Le féodalisme s'installe d'une manière différente, mais tout aussi pernicieuse, de contrôle des terres, la spéculation. Alors que les habitants des zones rurales, dépossédés de leurs terres, migrent vers les centres urbains à la recherche de meilleures opportunités, ils se heurtent souvent à une dure réalité. De vastes étendues de terrain restent vides à l'intérieur des limites des villes. Des millions de terrains vagues sont entre les mains de riches particuliers et d'entreprises qui ne voient en chaque parcelle qu'un simple actif spéculatif. Ces propriétaires fonciers, mus par le profit plutôt que par la responsabilité sociale, s'accrochent à ces terrains, anticipant une future appréciation de leur valeur. Et ils le font patiemment depuis leur fauteuil, car ils ne paient pas d'impôts. Enfin, ils paient un boliviano par terrain vague et par an. C'est comme si c'était rien. Il en résulte une augmentation vertigineuse des prix des terrains, faisant du logement abordable un rêve impossible pour beaucoup. 6e partie, le visage des inégalités, pauvreté, marginalisation et troubles sociaux. Les conséquences de cette inégalité foncière sont gravées dans le tissu même de la société de notre planète. Les taux de pauvreté restent obstinément élevés, notamment dans les zones rurales et les communautés marginalisées. Puisque la moitié de la population mondiale est sans abri, les propriétaires terriens ont défini la structure socio-économique de la planète, créant une société stagnante où une moitié produit sans profit et l'autre moitié profite sans produire. Ce modèle féodal a généré de profondes inégalités où la moitié de la population est obligée de travailler dur juste pour payer un loyer ou de travailler toute sa vie juste pour acheter un terrain. D'autre part, l'autre moitié de la société, composée des propriétaires terriens et de leurs alliés, profite des bénéfices générés par le travail des producteurs, par la vente de terrains ou le prix des loyers. Ce groupe ne participe souvent pas directement à la production, mais profite des fruits du travail d'autrui. Cette dynamique crée un cercle vicieux qui perpétue les inégalités et la stagnation économique. Les travailleurs, malgré leur dur labeur, sont pris au piège d'un système qui ne leur permet pas de prospérer, car toute amélioration de leur productivité sera bientôt absorbée sous forme de loyers et de terrains plus chers. Cela affecte non seulement leur qualité de vie, mais aussi le développement économique de la société dans son ensemble. C'est la recette pour une planète stagnante. La frustration et la colère qui mijotent sous la surface ont parfois dégénéré en troubles sociaux, capables de changer les gouvernements, mais pas le système économique des propriétaires terriens. Les agriculteurs dépossédés de leurs terres et les pauvres des villes doivent descendre dans la rue pour exiger ce qui nous revient de droit, une juste part des ressources naturelles de notre planète et la possibilité de construire un avenir meilleur.
Septième section. Briser les chaînes. L'appel à abolir le système économique féodal et pour la justice sociale. Cette structure féodale non seulement limite l'accès à la terre, mais freine également le développement économique et social des communautés. Une solution innovante pourrait être l'imposition d'une taxe sur la valeur pure des terres non exploitées, afin qu'elles soient imposées au même titre que celles qui produisent. Imposer une taxe sur les terrains vagues et les terres non utilisées de $200 par an encouragerait les propriétaires à développer leurs terrains, soit en construisant des logements, des commerces ou des espaces communautaires. De cette manière, on favoriserait une utilisation plus efficace des terres, au bénéfice de l'ensemble de la société. De plus, cette taxe pourrait générer des revenus importants pour l'État, à tel point qu'elle pourrait servir à supprimer le reste des taxes néfastes. Les avantages de cette simple mesure sont multiples. Premièrement, elle réduirait la spéculation immobilière, puisque les propriétaires auraient un incitatif financier à développer leurs terrains plutôt que de les laisser vacants. Deuxièmement, elle favoriserait la création d'emplois et l'amélioration des infrastructures locales. Enfin, elle contribuerait à l'équité sociale en permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder au logement et à toutes ces opportunités économiques. En conclusion, abolir le système féodal des propriétaires terriens ne doit pas être une tâche titanesque. La mise en place d'une taxe sur les terrains vacants est une stratégie aussi simple et élégante que puissante qui pourrait transformer notre façon d'utiliser et de valoriser la terre. Il est temps de repenser nos politiques et de rechercher des solutions qui profitent à l'ensemble de la société. Huitième section, une nouvelle aube pour la planète, vers un développement équitable et une prospérité partagée. Imaginez un monde où chaque citoyen a la possibilité de prospérer, où la terre est une source de revenus et de prospérité pour tous. Un monde où l'agriculture durable s'épanouit, assurant la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale. Un monde où des villes dynamiques offrent des logements abordables, car le prix des terrains baisserait même au niveau de l'impôt foncier lui-même, et des millions d'emplois décents pour tous ceux qui les recherchent, parce que la terre est le meilleur employeur. La terre est prête à donner nourriture, logement, travail à tous, tout comme chaque jour, elle nous donne gratuitement de l'oxygène. Ce n'est pas un rêve impossible, mais un avenir à portée de main. Cela exige un engagement collectif de tous les secteurs de la société, des représentants du gouvernement, qui ont l'obligation de mettre en œuvre des politiques équitables, aux entreprises qui assument leurs responsabilités sociales et aux citoyens qui exigent responsabilité et justice. Neuvième partie, s'unir pour le changement, un appel à l'action pour un monde juste et équitable. La lutte pour l'accès à la terre sur cette planète est une lutte pour l'âme de l'humanité. C'est un combat qui transcende les générations, faisant écho aux cris de nos ancêtres et aux espoirs de nos enfants. C'est une lutte contre les fantômes du colonialisme et l'emprise persistante des inégalités. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des forces réelles et tangibles qui affectent la vie quotidienne de millions de personnes. C'est une lutte pour les millions de personnes à qui l'on a refusé leur droit de naissance, la possibilité de vivre dans la dignité, l'espoir et la perspective d'un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement un combat politique, mais un combat profondément personnel pour beaucoup. Ceci est un appel à l'action pour tous, des hauts plateaux andins aux basses terres amazoniennes, en passant par les centres urbains animés. Chaque recoin de notre belle planète doit s'unir dans cette mission commune. C'est un appel à reconnaître l'humanité commune qui nous unit et à comprendre que le destin de l'un est inextricablement lié au destin de tous. Notre unité est notre force, et notre diversité est notre puissance.
unissons-nous et crions assez. Élevons nos voix et exigeons un monde où la justice prévaut, où l'égalité règne et où la terre, source de la vie elle-même, est partagée par tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque personne peut s'épanouir,